Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux en ligne pour cette édition 100% digitale et 1000% optimiste. Alors lorsqu'on fait face à l'adversité, lorsque les vents semblent contraires, il est plus facile de se résigner que de faire. Je vous propose de partir en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir comment les acteurs de terrain, entrepreneurs, institutionnels, élus font de l'innovation un enjeu de renouveau et de relance pour leur secteur, celui du tourisme. Alors nous accueillons et nous ouvrons le bal avec Luc Bonzon. Bonjour. Bonjour. Luc Bonzon, vous êtes directeur du tourisme à la région Nouvelle-Aquitaine. À nos côtés, nous avons également Laurent de Calbiac. Bonjour. Vous êtes directeur régional Bordeaux pour BPI France. Et à vos côtés, nous avons Mamdiaye. Bonjour. Bonjour. Mamdiaye, vous êtes directeur régional à Poitiers pour BPI France toujours. Je commence avec vous, Luc Bonzon. On parle de cet enjeu du tourisme et de l'innovation avec, j'imagine, en ligne de fond, la relance. Exactement, en fait, l'innovation, elle est au cœur des activités touristiques et au cœur de la structuration de la filière touristique en Nouvelle-Aquitaine. Et ça fait partie aussi de l'ADN de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a structuré effectivement une politique d'innovation en lien avec les acteurs touristiques. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, nous avons accompagné à peu près 40 projets pour à peu près 2 millions d'euros et qui permet en fait d'amorcer les activités, de faire la preuve de concept et également de faire du prototypage. Et aujourd'hui, on voit bien que cette politique, elle est ambitieuse, elle est en croissance et l'objectif, c'est d'accélérer justement avec le plan de relance, avec les perspectives de relance et de rebond pour les acteurs touristiques. Et c'est la création justement d'un Tourisme Lab et la structuration des acteurs au sein de ce Tourisme Lab qui permettra en tout cas d'accompagner de manière globale les activités touristiques, mais aussi en lien avec les autres filières, puisque quelque part le tourisme est au carrefour de l'ensemble de plein d'autres activités. Et donc, en tout cas, l'objectif sera de faire en sorte de fertiliser tout ça et de créer de l'activité et de l'emploi in fine. Oui, parce qu'un touriste, il fait marcher l'économie touristique, mais au-delà, souvent. Exactement, et on se rend bien compte par rapport au bilan de saison que l'on a aujourd'hui. On est sur une fréquentation effectivement qui a baissé de 8%, mais comparé à d'autres régions, on est quand même, j'ai envie de dire, on a fait une bonne saison. Mais l'enjeu pour les activités touristiques en Nouvelle-Aquitaine, c'est à la fois de préserver la compétitivité des entreprises et également de pouvoir irriguer le flux du littoral vers les destinations intérieures. Oui. Et bosser donc sur l'attractivité de l'ensemble du territoire. Je m'adresse aux équipes BPI France. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont accompagnés. On a peut-être quelques chiffres pour que ce soit plus éloquent pour le public. Oui, bien sûr. Alors, Luc Bonzon rappelait le poids et l'importance du tourisme dans la région de l'Aquitaine. Les années précédentes, on avait beaucoup parlé d'industrie et d'usines du futur, mais on voit bien que le tourisme, et notamment avec l'innovation, représente un poids très important. Chez BPI France, dans l'activité historique est assez stable, c'est quand même 13 à 14% de nos interventions. Donc c'était déjà un secteur qu'on a beaucoup accompagné, et notamment en interaction avec les outils du conseil régional. Je pense notamment au fonds de garantie régional qui permet aux banques d'aller plus loin dans leur dispositif de prêt, avec aussi un dispositif qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 personnes, qui s'appelle le prêt croissance petite entreprise. Donc l'année dernière, on a fait à peu près directement, indirectement 6500 interventions pour 1,4 milliard. C'est plus de 800 interventions dans le tourisme, donc c'est beaucoup. Et bien sûr, cette année, la crise est passée par là, donc tous les dispositifs d'accompagnement sont intervenus, notamment le prêt garanti par l'État, où là, ce sont les banques privées qui ont fait les financements au secteur touristique. Mais c'est plus de 800 entreprises qui ont bénéficié du PGE en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est assez significatif. Mamdiaye, on a eu des dispositifs dans l'urgence et on a des dispositifs de relance. Est-ce qu'on peut dresser un panel le plus exhaustif possible en un temps le plus restreint possible aussi? Très rapidement, effectivement, face à la violence de la crise sanitaire, un plan de soutien du secteur touristique a été mis en place avec deux choses essentiellement. Du cash d'une part et deuxième chose, de quoi muscler la matière grise. Du cash avec donc dans ce volet financement du crédit. On sait très bien que dans le contexte actuel, il faut des crédits patients, très longs. Donc on a mis en place le prêt tourisme
qui est un prêt qui peut aller jusqu'à 12 ans avec 6 à 36 mois, jusqu'à 3 ans de différé. Donc très adapté. Et jusqu'à 2 millions d'euros. Ça, c'est le premier point. Il y a un volet aussi consolidation du haut de bilan avec le premier étage de la fusée avec des obligations convertibles, des tickets qui peuvent aller jusqu'à 400 kg. Ça, c'est le premier point. Deuxième étage de la fusée, c'est carrément une participation en dur, en haut de bilan, qui peut aller jusqu'à 7 millions d'euros avec 2 constantes qu'on respecte systématiquement, à savoir du cofinancement, du co-investissement d'une part, et de l'autre, participation minoritaire. Troisième volet, c'est le volet accompagnement. Le volet accompagnement avec des modules très cash, très courts pour le dirigeant. C'est l'autodiag rebond dédié au tourisme qui permet aux dirigeants d'évaluer très rapidement l'impact de la crise sur son activité, d'une part. D'autre part, le deuxième, c'est un module e-learning, e-formation rebond qui lui donne les clés pour rebondir. Pour l'entreprise, un diagnostic 360 degrés qui peut être mis en place avec, comme livrable, un plan d'action à mettre en œuvre. Et enfin, le dernier point, pour les entreprises plus ambitieuses et qui veulent aller plus loin, carrément un accélérateur. Vous savez qu'on lance beaucoup d'accélérateurs où on mélange conseil, mise en relation et formation avec un effet promo. D'ailleurs, on lance la deuxième promo de l'accélérateur tourisme début décembre, 7 ou 9 décembre. Donc c'est un appel aussi aux candidats. Et l'appel est entendu. Donc une fois qu'on a tous ces étages de la fusée, on peut décoller, c'est l'idée. Absolument. Eh bien, messieurs, avant de laisser la parole aux entrepreneurs, si vous deviez compléter la phrase suivante, face à la crise, à la région, nous serons aux côtés des professionnels du tourisme. Et face à la crise, chez BPI, et vous, du coup, vous avez le droit à 2 réponses pour le prix. Oui, face à la crise, après ce que je viens de dire, je dis tout juste aux acteurs du tourisme que vous avez un dispositif puissant, ambitieux, avec tous les outils adéquats et qui sont actionnables tout de suite pour s'inscrire dans un développement, un avenir radieux et ensoleillé, on va dire. Ce qui est encore mieux pour le tourisme. Très bien. Nous sommes dans l'action à fond, avec optimisme. Merci messieurs. La parole est maintenant aux entrepreneurs. Ils me rejoignent à ma droite. J'ai le plaisir d'avoir Adrien Pinson, DG et cofondateur de Yescapa, et à ma gauche Nicolas Leflers. Vous êtes PDG du parc Zoo du Reynou. Alors, messieurs, on va faire connaissance avec le public et les téléspectateurs en ligne. On va donc passer par l'exercice incontournable du pitch que vous connaissez forcément en tant que dirigeant. En quelques mots, Yescapa, qu'est-ce que c'est ? Alors, bonjour, Yescapa, on est le leader en Europe de la location de camping-cars, vannes et fourgons aménagés entre particuliers. On propose plus de 8000 véhicules en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, mais aussi en Allemagne, en Angleterre et depuis l'année dernière en Belgique. Et on s'ouvre petit à petit également à des véhicules d'agences de location. On est passé par une période où la mobilité était restreinte. Vous avez donc forcément été impacté. Alors, on a été très impacté par la crise. On démarrait l'année de façon très bien. On était au-dessus de nos objectifs en janvier, en février. Et on a eu des premiers signaux avec le confinement en Italie, début mars. Et au 15 mars, l'activité s'est complètement arrêtée. Donc du jour au lendemain, on est passé à zéro. Vraiment plus aucune réservation. Beaucoup d'annulations à gérer. Une incertitude sur l'avenir, combien de temps allait durer le confinement, comment allaient se passer les vacances en juillet, en août, comment allait se passer le tourisme. Et un redémarrage mi-mai, toujours restreint quand même avec la limite de 100 km, qui, malgré que le camping-car soit un outil pour voyager autour de chez soi, limitait quand même les projets de vacances. Et finalement, on a fait un très bel été, parce qu'on s'est aperçu que le camping-car et les vannes aménagées étaient une solution pour partir en vacances en famille, tout en évitant d'être trop regroupés, et une bonne solution post-confinement pour voyager. Adrien, je profite de votre activité que vous avez développée à l'international. Vous l'avez dit, on a vu les choses commencer à arriver en Italie. On a beaucoup parlé de la capacité de ce gouvernement à aller très vite et peut-être plus loin que d'autres pays. C'est une idée reçue où vous, en tant que dirigeant, vous avez pu observer les différentes aides dans les différents pays où vous êtes peut-être implantés. Il y a des différences notables ?
Alors, on est une équipe de 50 personnes, on est basé à Bordeaux. Donc tout le monde est basé en France, à part une personne qui est basée en Espagne. Et oui, on a été accompagné par le gouvernement, notamment le dispositif de chômage partiel. On a dû mettre une grande partie de l'équipe à l'arrêt. Donc on a dû gérer tous ces mois de confinement avec une équipe très réduite. Et grâce à ces dispositifs, on a licencié personne. Et là, on recrute une dizaine de personnes en ce moment. On a 7 personnes qui arrivent aujourd'hui. Et également, on a été aidé par un prêt garanti par l'État qui nous a permis, alors qu'on avait 0 activité, de pouvoir construire pour demain. Le sujet du cash, il est essentiel quand on dirige une entreprise. On a entendu là tout un panel de dispositifs qui est proposé par la BPI, par la région. Vous êtes allé tout prendre, vous y êtes allé avec parcimonie. On avait une situation quand même compliquée. Quand on n'a plus de chiffre d'affaires, c'est difficile d'envisager la suite et quand on ne sait pas pour combien de temps. Et malgré ça, on a réussi à avoir des interlocuteurs à la BPI, auprès de notre banque, qui ont quand même étudié notre dossier. Et on a eu un PGE qui nous a permis de passer ce cap et qui nous permet d'envisager l'avenir plus sereinement. On a beaucoup dit que cette période qu'on a vécue était un moment pour se repenser en tant qu'individu déjà, mais aussi en tant qu'entreprise. Quel est l'avant-après Covid pour Yescapa? Est-ce qu'il y a eu des chamboulements de la manière d'adresser votre public ou de repenser votre offre? Alors on a dû repenser notre service pour l'adapter aux conditions sanitaires, notamment sur les états des lieux de départ et de retour quand on a la prise en main du véhicule, éviter qu'il y ait à ce moment-là des contacts, sur la désinfection aussi des véhicules, pour faire en sorte que les vacances se passent bien et dans un environnement sain. Et également sur les conditions d'annulation. Disons que maintenant, on a besoin d'être assuré quand on prévoit ses vacances, que comme l'avenir est incertain, on doit en tant que plateforme proposer des services plus flexibles et qui s'adapteront à une potentielle annulation demain. Donc voilà. Pour vous, les prochaines grandes étapes de développement, j'ai cru comprendre que vous investissiez, vous recrutez, pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous voyez l'avenir avec optimisme, c'est forcément avec des ambitions derrière. Quelle est la suite? Alors on voit l'avenir avec optimisme, mais en même temps prudence, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Pour nous, l'enjeu là, sur l'année prochaine, ça va être de développer encore plus le marché allemand. Ça va être aussi de renforcer notre offre locale. Et c'est un axe qu'on avait déjà, mais c'est renforcer tout ce qui est voyage local. Découvrez votre région, le staycation, le slow travel. Voyager à côté de chez vous. Et on a la chance, particulièrement en France, d'avoir un pays qui est exceptionnel et des régions qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, on va vraiment, nous, travailler ça, de voyager à côté de chez vous. C'est quelque chose qu'on faisait. Et par exemple, on avait une partie de notre activité qui était des expatriés qui venaient en Europe sur des grandes locations d'un mois, etc. Ça, c'est des voyages qui se font beaucoup moins en ce moment. Donc pour nous, c'est tout à fait stratégique de se renforcer sur le tourisme local et durable. Et l'avantage avec une boîte comme la vôtre, c'est que vous pouvez faire du local partout, en France, en Europe et demain dans le monde. Je propose de passer la parole à notre autre entrepreneur, Nicolas Lefrère. Donc bonjour à vous. Bonjour à tous. Et c'est le moment des présentations. On va faire connaissance avec le public. Que faites-vous? Même si le nom est un parc Zoo du Reynou, on a une petite idée de l'activité, mais je vous laisse néanmoins nous en dire quelques mots. Alors, je gère le parc du Reynou, qui est un parc zoologique qui se situe au sud de Limoges, qui aujourd'hui accueille 130 espèces des 5 continents, sur une propriété qui fait une centaine d'hectares et qui a été héritée de la famille Aviland, donc porcelainier notable de Limoges, ce qui nous permet d'avoir un site qui est à la fois classé pour le patrimoine bâti, pour ce qu'on a un château qui est au milieu de ce domaine-là, et aussi par le parc paysager. On est le premier site de loisirs du Limousin et on aime à vendre qu'on est une activité commerciale, mais qui est très paradoxale puisque nous avons des missions de service public. Donc c'est assez particulier de présenter ça à BPI parce qu'on fait peur aux investisseurs quand on dit ça. Mais on a aujourd'hui des missions d'éducation vis-à-vis de nos publics. On a des missions de conservation des espèces menacées parce qu'aujourd'hui les parcs zoologiques, et ça a été encore réaffirmé hier par la ministre, c'est une nécessité de pouvoir mieux comprendre et protéger ces espèces parce que leurs milieux naturels sont en train de disparaître à travers le monde et on doit, nous, à travers les parcs zoologiques, sensibiliser sur l'espèce et sur les menaces qui pèsent sur celle-ci. On a beaucoup parlé dans des tables rondes aujourd'hui ici en région de changement climatique, de la question aussi de la biodiversité. C'est par l'éducation qu'on fait évoluer les choses. Vous avez le sentiment peut-être que la période aussi qu'on vient de vivre a été un révélateur, un déclic pour nombre d'entre nous?
Alors oui, je pense qu'on a mis en avant encore plus ce besoin de nature et de la préserver. Je reste persuadé que la sensibilisation est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes. On a tendance à être un peu ancré dans nos pensées, et de faire comprendre conscience aux gens qu'il faut changer de mode de vie, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, sensibiliser les enfants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour que justement on puisse demain continuer à jouir de ce monde et de la richesse qu'il nous présente. Il faut comprendre que l'objectif d'un parc zoologique, c'est de transmettre un message à travers de l'émotion. Vous verrez un enfant de 5 ans devant une girafe, vous aurez toujours les mêmes yeux ébahis et pleins d'étoiles. La question, c'est de lui dire, ben voilà, tu as la chance de la voir en vrai pour une fois. Si tu veux continuer à en voir, ben, il faut qu'on agisse et qu'on change notre mode de consommation. On a parlé de cette période là, transitoire qu'on a tous vécue, parfois difficile. Très concrètement, l'impact pour une activité comme la vôtre, c'est on passe de X chiffre d'affaires à 0 du jour au lendemain. Terrible, terrible. C'est le terme qu'on a appliqué dans beaucoup de parcs zoologiques au mois de mars, quand on nous a annoncé notre fermeture, un peu du jour au lendemain. Parce que, alors, malheureusement, nos animaux sont toujours là, ou heureusement, nos animaux sont toujours là, donc nos charges fixes restent très élevées tous les jours. Le chômage partiel, malheureusement, on ne peut pas en bénéficier parce que les soigneurs et les vétérinaires doivent toujours être là pour s'en occuper. Et on n'avait aucune visibilité sur notre prise d'activité, sachant qu'on fait 95% de notre chiffre d'affaires sur 6 mois par an. Donc quand on nous en enlève 1, 2, 3, c'est tout de suite des grosses inquiétudes. Il faut comprendre alors que dans la partie de gestion d'un parc zoologique, mais comme de beaucoup de sites de loisirs, nous avons besoin de réinvestir, ne serait-ce que pour rénover les installations, mais aussi pour créer. Et on investit généralement entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires. Pour ordre d'idée, c'est ce que nous avons perdu sur le mois d'avril et de mai de notre fermeture. Et alors du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus investir, mais du coup, il faut aller le chercher ailleurs, cet investissement. Et c'est là qu'on est ravi d'interagir aujourd'hui sur ce stand avec BPI et avec la région, parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous, ce qu'on aime, c'est avoir un cap, c'est pouvoir faire des projets. Et malheureusement, moi, quand j'ai rencontré mes interlocuteurs au mois de juin, j'étais plutôt en train de dire, je vais faire le dos rond, je vais fermer les vannes, je vais faire ce que je peux pour tenir. J'ai pas de visibilité, j'avais des visions sur mon business plan assez négatives. Et nos interlocuteurs sont venus nous voir en nous disant, non, surtout ne changez pas de cap, continuez à investir, nous serons là pour vous épauler. Nous avons différents mécanismes qui nous ont été présentés tout à l'heure, mais on nous les a tous relistés en nous disant, voilà, vous avez le pré-tourisme, vous avez les accompagnements avec la formation du dirigeant. Nous avons tout ça qui peut vous permettre aujourd'hui de continuer et de vous projeter dans l'avenir. Et pour moi, ça a été quelque chose de très satisfaisant et qui nous a permis de passer une saison saine. Alors vous militez pour, vous faites de la pédagogie pour qu'on n'arrive pas à des espèces en voie d'extinction, mais il y a tout un accompagnement pour que les entrepreneurs ne soient pas en voie d'extinction. Donc ça, c'est important de le rappeler. Vous avez parlé d'avenir. Moi, je serais curieux de savoir l'avenir pour une entreprise comme la vôtre. Elle repose sur quoi? C'est quoi les grandes tendances, les grands changements, les grandes innovations sur lesquelles vous allez surfer demain? Juste avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a quelque chose d'important, c'est que si on veut faire prendre conscience aux gens du besoin de préserver, il faut d'abord appliquer la pyramide de Maslow et satisfaire les besoins primaires. Si on ne remplit pas les besoins primaires, on ne peut pas se projeter sur des visions plus lointaines et qui ne sont pas immédiates. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça qui est important. Alors pour notre avenir, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on veut continuer à travers cette émotion, à travers ce sentiment qu'on peut donner à nos visiteurs, de leur faire comprendre de la beauté de la nature, mais aussi bien lointaine que proche, parce qu'aujourd'hui, on parle des reptiles. Nous, en Limousin, on a la chance d'avoir une collection de reptiles locales, d'amphibiens, qui sont une vraie richesse. Donc on les fait venir avec des girafes, avec des lions, avec des ours polaires. Et puis derrière, on essaye de casser les idées reçues en leur disant, mais pensez à l'abeille qui est juste à côté. La nature est à côté, effectivement, tout autour de nous. Mais messieurs, je reviens sur notre sujet du tourisme, on l'a dit, ce sera peut-être plus exactement comme avant. Si je vous donnais une boule de cristal, qu'il fallait faire un peu sa Madame Irma de l'avenir du tourisme, vous voyez quoi comme grande tendance en termes de consommation, de services peut-être, de solutions? Je démarre avec vous, Adrien. Moi, je verrais un tourisme plus durable, plus local, qui s'inscrit plus dans son cadre, un peu la fin d'un certain tourisme de masse et le développement d'alternatives où en fait, au lieu d'aller chercher tous la même photo au même endroit, d'aller... Donc la fin de l'instagramisation du tourisme. Peut-être, ou en tout cas une autre instagramisation du tourisme. Ça n'empêchera pas de faire des belles photos. Et vous, Nicolas? Alors,
Je partage la vision d'Adrien, mais sur une vision optimiste. Malheureusement, je suis un peu plus réaliste. Si on reprend quelques statistiques qui ont été faites pendant la période de la crise, 87% des Français disaient qu'ils allaient consommer plus local, qu'ils allaient faire l'effort de réfléchir à leur consommation. Ça, c'était l'étude du mois d'avril. Quand nous sommes arrivés au mois de juillet, cette pourcentage-là était descendu à 45%. Je pense à croire quand même que quand on nous libère et qu'on lâche le renne, on a vite fait de revenir dans nos habitudes. Donc il faut qu'on soit vigilant, mais il faut qu'on tende vers ce que disait Adrien. Et en une phrase pour compléter, on aurait pu rester des heures sur ce sujet, en une phrase pour compléter la phrase suivante. J'ai répété 2 fois la phrase, mais je ne leur dirai plus. Face à la crise, nous, on continue d'être optimistes et de croire à un tourisme durable et à promouvoir les vacances en camping-car et à aider les gens à partir en vacances. et face à la crise, ce sera le mot de la fin. Pour nous, nous réaffirmons nos valeurs de sensibilisation sur la nature, de préservation de la biodiversité et surtout un tourisme plus durable, je le partage. Eh bien, moi, je partage avec vous un bon moment, beaucoup de réflexions et on aura peut-être le plaisir de vous retrouver l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, pour voir l'évolution de vos activités. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis, nombreux en direct sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour découvrir une nouvelle région, une nouvelle thématique, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, évidemment, de nouveaux entrepreneurs pour y répondre. Merci à tous. Merci.